qui nous intéresse, c'est d'appliquer les outils de la blockchain au monde réel, donc des cas d'usage réels dans la vraie vie. Et c'est pour ça qu'on a décidé de sectoriser le fonds autour de 4 grandes verticales: le luxe, l'art, la musique et le sport, qui sont, comme donné le nom du fonds LAMS, parce que c'est les verticales selon nous dans lesquelles il y a le plus gros potentiel de cas d'usage, la transition d'un web 2 d'interaction à un web 3 dans lequel la propriété devient au centre. Bienvenue sur Private Market Square, le rendez-vous de l'investissement sur les marchés privés et le capital investissement. Je suis Yann Charer, cofondateur d'Airfund. Que vous soyez débutant ou expert, gérant de fonds, conseiller en investissement ou investisseur, découvrez les coulisses de l'investissement sur les marchés privés, les stratégies des meilleurs gérants, leurs spécialités, leurs axes de différenciation. Découvrez comment le capital investissement, l'immobilier ou l'infrastructure permettent de dynamiser vos portefeuilles d'investissement en y apportant de la diversification et de la performance. Alors, si vous pensez que ce podcast est fait pour vous, abonnez-vous. Bon épisode à tous. Bonjour Pierre, je suis très heureux de pouvoir t'accueillir dans cet épisode de Private Market Square. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique d'investissement qui me tient particulièrement à cœur et qui est en train de révolutionner de nombreux secteurs. Je veux parler de la blockchain et du Web 3. Bonjour Yann, et merci pour l'invitation et ravi d'en parler avec toi aujourd'hui. Écoute, c'est un grand plaisir. En plus, nous, chez Airfund, on travaille particulièrement sur les sujets de blockchain et de tokenisation. Donc, on va pouvoir échanger et l'objectif, c'est aussi de rendre cette thématique, je dirais, abordable pour nos auditeurs et de bien comprendre comment ça peut être intéressant aussi d'un point de vue investissement. Pour commencer, Pierre, j'aimerais bien que tu te présentes et que tu nous dises ce qui t'a amené à te lancer dans ce nouveau projet, justement, avec Trail Capital. Oui, alors j'ai 32 ans, j'ai commencé avec un parcours plutôt traditionnel dans le commerce, une école de commerce et un certain nombre d'expériences dans les différents secteurs financiers. Tout d'abord chez PwC en Transaction Services, puis en M&A chez Lazare et chez LVMH à Hong Kong dans la direction financière. Et puis j'ai rejoint McKinsey quelques années sur un certain nombre de sujets larges et en France, à l'étranger, notamment en Asie, qui ont permis notamment de rencontrer les fondateurs d'EasyWork, qui est une plateforme d'intérim digital qui est en train de se lancer en 2018 et que j'ai rejoint comme premier employé pour développer toute la partie commerciale. Donc plusieurs volets, notamment le développement d'un réseau d'indépendants d'intérim. C'est une aventure qui a plutôt bien marché. On est passé en 4 ans de zéro à près de 10 000 intérimaires qui travaillent chaque mois sur la plateforme. Et pour ma part, sur le volet commercial, de zéro à un peu plus de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, notamment auprès d'un réseau de 300 membres indépendants, donc d'intérim. Et ce qui m'a marqué l'an passé, en 2022, donc ça faisait un certain moment où je regardais les sujets blockchain, Web3, et c'est cette concentration des talents, à la fois au sein de mon entreprise, au sein d'entreprises précédentes, qui quittaient leur job pour monter un projet dans Web3. Et, et pour la première fois, je sentais notamment auprès de corporate ou d'investisseurs un terreau fertile à des projets, j'ai envie de dire sérieux, en tout cas prometteurs. Et donc j'ai quitté EasyWork l'an passé, au début d'année 2022, pour m'associer à Trail et monter un fonds d'investissement dédié au sujet du Web3. D'accord, merci. Alors, est-ce que justement est-ce que tu pourrais nous donner une définition du Web 3 parce que finalement ça englobe pas mal de sujets différents. Comment est-ce que tu le définirais, toi? Alors, fondamentalement, le Web3, c'est l'ensemble des outils qui reposent sur la blockchain pour pouvoir apporter de nouvelles solutions. Et finalement, la blockchain, c'est ni plus ni moins qu'un registre de propriété qui est décentralisé. Et de fait qu'il soit décentralisé, il rend inviolable, mais aussi vérifiable de tous, les transactions qui ont lieu. Et donc, il y a plusieurs manières de définir le Web3, mais fondamentalement, quand on s'intéresse au cas d'usage, le principal qui ressort, c'est la capacité à détenir, pour la première fois dans le numérique,
un titre de propriété digital qui est unique, qui est infalsifiable, qui est vérifiable de tous. Donc c'est pour ça que les cas d'usage principalement développés aujourd'hui autour de la blockchain et du Web3, il y a beaucoup de cas d'usage effectivement sur l'immobilier, dans la finance, mais aussi dans d'autres secteurs comme le luxe et l'art. Le sport aussi, je crois, tu pourrais y revenir tout à l'heure parce que je crois que ça fait partie des thématiques aussi que vous avez identifiées comme étant pouvant, je dirais, principalement bénéficier du Web3, c'est ça, hein? Oui, absolument. En fait, les cas d'usage, je- on en a dans tous les secteurs finalement. C'est vrai que la finance était l'un des premiers, principalement parce que euh, dès lors qu'on a un actif numérique qui est unique, on peut échanger, acheter, vendre. Donc c'est la base de la finance. On peut commencer à payer, on peut commencer à créer des monnaies digitales. C'est le cas de Bitcoin ou d'Ethereum qui sont les principales. Mais également, et comme tu le dis très bien, c'est vrai dans d'autres secteurs. Nous, ce qui nous intéresse au sein du fonds LAMS, c'est d'appliquer les outils de la blockchain au monde réel. Donc des cas d'usage réels dans la vraie vie. Et c'est pour ça qu'on a décidé de sectoriser le fonds autour de 4 grandes verticales: le luxe, l'art, la musique et le sport, qui ont donné le nom du fonds LAMS, parce que c'est les verticales, selon nous, dans lesquelles il y a le plus gros potentiel de cas d'usage. C'est des verticales avec des très grandes communautés, des communautés mondiales, très loyales, très intenses, et qui, selon nous, sont les plus propices à l'adoption du Web3, hein, dont on parle, c'est-à-dire la transition d'un Web 2 d'interaction à un Web 3 dans lequel la propriété devient au centre. Effectivement. Et est-ce que tu pourrais nous donner, moi quand je pense à ces secteurs, on a toujours un petit peu quelques idées, mais concrètement, vous, qu'est-ce que vous avez fait en termes d'investissement à travers le fonds d'ores et déjà? Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples concrets? Oui, absolument. Alors, notre thèse d'investissement, c'est de euh, identifier des acteurs ambitieux, entrepreneurs, qui développent via la technologie blockchain, pardon, des nouveaux cas d'usage. Le dernier qu'on a fait et qui est un bon exemple, je pense, c'est MetaFight, qui est une société qui développe un jeu de fantasy dans le MMA, donc les sports de combat, avec la capacité d'acheter des cartes uniques de combattants, dont la valeur va s'apprécier en fonction de la performance des combattants dans la vie réelle, mais aussi qui vont donner la possibilité de jouer, de s'échanger les cartes et finalement de progresser dans un vrai jeu. Un peu l'image de Sora, pour ceux qui connaissent, qui est l'un des grands succès dans le football appliqué au MMA. D'accord. Sorare étant d'ailleurs, c'est une société française, hein, c'est ça? Absolument, ça a été monté par des Français et je pense que c'est une des grandes chances que l'on a en France et en Europe, c'est d'avoir des très bons entrepreneurs dans le sujet du Web3. C'est le cas de Sunbox, c'est le cas d'Ariani, c'est le cas de MetaFight, c'est le cas de Stage Eleven dans lequel on a investi. Et, et en fait, quand on y pense, je pense qu'on a une très bonne formation, notamment d'ingénieurs, donc des très bons profils tech, et c'est un des critères clés aujourd'hui dans la blockchain. On a des industries créatives, le luxe, l'art, la musique et le sport, dans lesquelles on a des IP et un savoir-faire très fort. Ce qui nous manque jusqu'à présent, c'est les fonds. Toutes ces sociétés, dont Sora, ont en partie, en grande partie, été financées par des acteurs étrangers, notamment asiatiques, US. Nous, l'opportunité qu'on voit et auquel on veut associer euh, des investisseurs, notamment des particuliers, via des CGP, des family office et des plus gros, c'est justement de financer ces acteurs qui sont français et européens via le fonds Labs pour en capter toute la valeur. Ouais, d'accord. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est beaucoup des acteurs étrangers qui financent ces startups ou ces scale-up, et c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de fonds européens et français notamment pour le faire, et vous êtes là pour ça. Pour revenir sur MetaFight, tu parlais de cartes numériques. Dans ce cas-là, on parle de NFT, c'est ça, donc de tokens non fongibles. Oui, absolument. En fait, là, pour être très concret, hein, on a un combattant comme Cyril Gain, qui a combattu il y a quelques jours et qui décide de confier à MetaFight son IP, donc sa propriété
en l'occurrence intellectuelle et numérique, qui est déclinée sous forme de cartes. Et ces cartes-là, elles sont uniques parce qu'elles reposent sur la blockchain. Et donc, de fait, c'est la technologie NFT qui permet de garantir cette unicité. Et donc, dès lors qu'il y a une unicité, il y a une valeur. On ne va pas pouvoir copier-coller cette carte et la répliquer. Et donc, moi, en tant que particulier, ou toute personne qui se connecte sur MetaFight peut acheter une carte unique de Cyril Gain et en apprécier toute la valeur en fonction des performances du combattant et en fonction de l'aventure dans le jeu MetaFight. Et alors justement sur les autres, secteurs, sur l'art, on imagine qu'on peut, acheter par exemple une partie d'une œuvre d'art, ça se fait déjà. Dans la musique, quels sont les cas d'usage? Est-ce que c'est pour, tracer les droits de propriété les droits d'auteur? Dans le luxe, qu'est-ce que c'est? C'est aussi des NFT? Qu'est-ce que tu vois toi comme cas d'usage les plus intéressants qui pourraient se développer dans les prochaines années? Ouais, et ben, je peux en donner quelques-uns, effectivement, ça sera pas exhaustif, mais il y a un cas que je trouve particulièrement intéressant, c'est celui du financement, qui consiste à fractionner un projet de financement, que ce soit le financement pour un artiste d'un album, pour un galeriste d'une exposition, donc de fractionner ce financement via des tokens qui sont distribuables auprès de tout à chacun, donc de particuliers. Et donc par ce biais, l'artiste se finance directement auprès de sa communauté, donc engage sa communauté, et sa communauté qui est son premier vecteur de communication, son premier vecteur de succès finalement, en touche tous les bénéfices si l'album, la galerie fonctionne bien et donc que le token s'apprécie. Donc le play de financement, je trouve que c'est un play qui est particulièrement intéressant et on regarde chez Lams un certain nombre d'acteurs dans les sujets notamment de l'art, de la musique, aussi du sport. Un autre qui est intéressant, c'est la partie traçabilité, notamment dans le luxe, où on va pouvoir associer un actif réel, par exemple un sac Chanel, donc un bien tangible, avec un NFT qui devient dès lors son titre de propriété numérique. Donc j'ai un actif physique, j'ai un NFT qui sont liés, et par ce biais, je peux dissocier à la fois la détention de mon actif de sa propriété. Et donc je peux à la fois dire, je peux prouver que c'est ma propriété dans le marché secondaire, mais en tant que marque également, je peux engager ma communauté, mes clients finaux, même si ce n'est pas eux qui sont venus en boutique, parce que je sais qu'ils ont un NFT, donc je peux les engager directement sur ce biais-là, en leur proposant des événements, des reventes, des discounts, etc. etc. D'accord, OK. Non, mais on imagine qu'il y a vraiment beaucoup de cas différents et c'est vrai que c'est un secteur, enfin le Web3, la blockchain qui est en pleine, évolution, révolution. C'est vraiment, enfin, je dirais assez impressionnant de voir tout ce qu'on est en train de pouvoir faire et tout ce qu'on pourra faire à l'avenir. Alors parfois, on a un petit peu l'impression, quand on a un regard un petit peu extérieur, de se dire, bah tiens, oui, ok, c'est bien beau tout ça, mais c'est un petit peu lointain. Mais là, on se rend compte qu'il y a des cas déjà des cas concrets qui existent. Et puis surtout, il faut peut-être rappeler aussi à nos auditeurs que finalement la blockchain, ce n'est que l'infrastructure qui permet de tenir le registre distribué, comme tu l'as expliqué, mais tout le reste finalement, toutes les interactions, on ne voit pas la blockchain quand on interagit, quand on achète un NFT ou quand on vend un titre de propriété qui a été tokenisé. Ouais, c'est exactement ça. Ce que j'aime dire, c'est qu'un bon projet Web3, c'est un projet dont on ne sait pas qu'il est Web3. Pour faire un parallèle avec le paiement, pour ma part, je suis passé d'un portefeuille et comme de nombreux Français, j'utilise mon téléphone pour acheter ma baguette de pain ou mes consommations la puce NFC, qui est la technologie qui permet de faire ce paiement sans contact avec un téléphone, j'en ignorais totalement l'existence jusqu'à encore quelques semaines. Et finalement, c'est ça ce que tu dis et qui est tout à fait correct, qui est de la technologie blockchain, que ce soit les tokens, des NFT, des DAO, sont qu'un outil au service d'un problème business ou d'un besoin d'un consommateur. Et donc à terme, ça n'a pas vocation à être connu, on n'a pas vocation en tant que consommateur à savoir vraiment ce que c'est qu'un wallet ou quelle est une bonne blockchain. Ce que l'on veut, et ce qu'en tout cas nous, ce que l'on regarde chez les entrepreneurs
dans lesquels on investit, c'est la capacité d'utiliser, de leverager, comme on dit, la tech blockchain pour répondre à des vrais besoins concrets du monde réel. Et effectivement, on commence à en voir de plus en plus très sérieux et on pense que le potentiel de création de valeur dans les prochaines années est colossal. Et comme on parle d'un secteur qui est particulièrement innovant, j'imagine que la stratégie du fonds, c'est d'investir principalement dans des sociétés innovantes et donc plutôt dans des jeunes sociétés, des startups ou des scale-up. Jusqu'où vous allez en termes de maturité d'entreprise justement dans vos investissements? Oui, tout à fait. Alors, on pense que aujourd'hui, on est au début d'une vague et donc les plus belles opportunités sont à des stades, comment on dit, early stage. Donc, ça va des investissements pré-seed, seed jusqu'à série A. C'est aussi une chance pour nous parce que, comme on le disait, beaucoup d'entrepreneurs sont français et européens, donc c'est le moment d'arriver avec des conditions préférentielles avant que les plus gros s'y intéressent et donc de capturer le plus grand de la valeur. Finalement, on a eu dans le Web 1 des acteurs qui ont émergé de façon assez forte, des Yahoo, des Google. Dans le Web 2, d'autres acteurs comme des Facebook, d'Amazon qui sont développés. Dans le Web 3, on n'a pas encore un acteur de cette dimension qui est né. Et donc toute la question qu'on se pose chez LAMS à chaque fois qu'on regarde un investissement, c'est quel est le prochain Google ou Amazon de demain. Et effectivement, pour ce prochain Amazon ou Google, on veut arriver le plus tôt possible et donc sur des séries de type seed. Donc, donc peut-être pour rappeler effectivement à nos auditeurs, là, ce que tu mentionnes, donc c'est des investissements donc pré-seed, seed, série A. Donc c'est vraiment, vraiment au démarrage de la société, hein, puisque même en série A, on considère que la société a trouvé ce qu'on appelle son product market fit, mais ça reste encore, on va dire, assez fragile et assez récent. Seed, pré-seed, c'est encore avant. Donc ça veut dire que c'est une stratégie effectivement d'investissement qui est très risquée. Mais l'avantage de le faire à travers un fonds, c'est que ça permet de diversifier, puisque le fonds, en l'occurrence LAMS, va investir dans une dizaine, une vingtaine de participations. Tu nous préciseras ce que vous visez comme nombre. Et parmi ces participations, il y en aura sûrement une à deux qui va vraiment réussir très très bien, d'autres peut-être qui ne réussiront moins bien, voire certaines qui échoueront. Et finalement, c'est les quelques gagnantes que vous allez trouver qui vont faire la performance du fonds, c'est ça? C'est exactement ça. On prévoit une trentaine d'investissements dans les 5 prochaines années, des tickets qu'on investit entre 100 à 500 k dans un premier round et jusqu'à 3 millions d'euros pour les tours suivants. Et exactement comme tu l'as dit, dans le business plan, on prévoit un retour sur investissement de x5, euh, précisément sur deux ou trois pépites qui vont faire un multiple très élevé de l'ordre de x50 ou x100. Et on a vu des succès comme cela dans le Web3 assez récemment encore, en acceptant effectivement de diversifier les risques et donc d'avoir des acteurs qui ne performeront pas aussi bien. C'est tout l'intérêt d'un fonds VC comme le nôtre. Peut-être pour rappel, hein, et je pense que c'est important en tant qu'investisseur, quand on se pose la question de où investir, d'avoir aussi le background et la structure d'un acteur comme Trail. Un Trail, c'est un acteur de private equity qui gère un peu plus d'1 milliard d'euros d'assets sous gestion avec un certain nombre de fonds et des LPs, donc des investisseurs qui sont des grands corporates institutionnels. Et donc, c'est certain que dans la stratégie blockchain, on a tout le bénéfice de 15 ans d'expérience de Trail avec 25 professionnels de l'investissement qui, à mes côtés, s'assurent à la fois une due diligence financière, technique et opérationnelle la plus poussée possible pour dénicher cette pépite dont on parle et qui va faire le succès du fonds, en tout cas on l'espère. Ouais, et vous avez aussi fait un partenariat avec Stake Capital. Tu peux nous en parler? Avec plaisir. Alors, la question qu'on s'est posée il y a un an quand on a monté LAMS, donc on avait par Trail un écosystème de corporate dans le luxe, dans l'art, la musique et le sport, tout le bénéfice d'une stratégie d'investissement. Et néanmoins, ça nous paraissait important, dès le premier jour, de nous associer avec un acteur de référence du Web3. Et donc, on a approché Julien Bouteloup, qui est le fondateur notamment de Stake et de Blackpool, connu notamment pour être un des premiers investisseurs aujourd'hui dans le Web3, notamment à l'origine de Sora et d'autres grands succès. Et donc,
on a décidé avec Julien et sa structure, son family office qui est Stake, de monter l'AMS. Julien et Stake sont investisseurs au sein du fonds. Julien est chairman du board et ses équipes, avec qui on a une gouvernance rapprochée, s'occupent de tout l'assessment technique, de toute la diagnostic technique des sociétés. Donc c'est un partenaire qui est très important pour nous et qui par ailleurs nous donne accès à un pipe flow, donc à des opportunités d'investissement qui ne sont pas encore sur le marché et donc avec des conditions d'entrée qui sont souvent préférentielles. C'est le cas du dernier investissement chez MetaFight et d'autres qu'on est en train de regarder ensemble aujourd'hui. Ouais, donc vous avez une bonne combinaison entre l'expertise de Trell Capital en matière de private equity, en matière de valorisation d'entreprise, etc. Et avec Julien Bouteloup, en matière à la fois de diagnostic technique, effectivement, parce qu'on parle de blockchain et Web3, donc c'est des sujets sur lesquels il faut bien regarder, je dirais, l'envers du décor, mais aussi en termes de sourcing. Donc vous avez je dirais, tous les atouts pour réussir avec ce nouveau fonds. C'est en tout cas ce qu'on a essayé de monter et on a réussi à faire un premier closing d'une dizaine de millions d'euros pour débuter nos investissements, notamment auprès de grands family office et de corporate. Et désormais, on est en train de finaliser un second closing auprès notamment d'investisseurs que l'on veut retail. Et c'est pour ça qu'on a la spécificité, c'est qu'on a un fonds, un véhicule d'investissement retail sous forme de FCPR qui permet dès 10 000 euros à des particuliers qui s'intéressent au Web3 ou qui veulent diversifier leur portefeuille sur des classes d'actifs, comme vous l'avez dit, plus risquées, mais avec des retours sur investissement potentiellement beaucoup plus importants. Et donc, on est en train d'ouvrir ce second closing pour un objectif de fonds de 30 millions d'euros d'ici l'été prochain. D'accord, alors tu l'as mentionné, je pense que c'est important effectivement de bien insister sur ce point, puisque souvent les fonds de capital investissement sont des fonds professionnels ou accessibles à partir de 100 000 euros. Là, vous avez fait le choix, je dirais, de pouvoir créer justement une structure beaucoup plus accessible au grand public, hein, donc un FCPR accessible à partir de 10 000 euros. Donc là, on commence vraiment à démocratiser l'accès à ce type d'investissement, hein, puisque c'est-à-dire que concrètement, pour 10 000 euros, je peux investir dans un fonds qui va investir dans une trentaine de sociétés différentes dans le Web3. Donc c'est quand même extrêmement intéressant et ça apporte une très bonne diversification. Donc ça, c'est un fonds qui est principalement accessible d'ailleurs à travers des réseaux de distribution, hein, c'est ça, des conseillers en gestion de patrimoine, des banquiers privés, des family office. Absolument. Et pour revenir sur ce que tu viens de dire, notre ambition, c'est de donner accès à des particuliers via des réseaux effectivement de CGP ou autres à des produits qui jusqu'à présent étaient réservés à du private equity ou des gros family office. Donc on a au sein de Trail une société de gestion en retail qui est Trail Patrimoine et qui permet la distribution de ce fonds effectivement auprès de CGP, de réseaux de CGP, d'acteurs de family office. Et donc on est en plein closing du second tour avec encore des allocations possibles parce qu'on pense que ce produit doit être un produit grand public, que c'est la prochaine grande révolution technologique des 10-20 prochaines années et qu'on veut permettre notamment aux particuliers ou sous forme de family office de pouvoir en bénéficier et donc diversifier leurs classes actives par ce biais. Merci Pierre. J'ai une dernière question un peu, non pas polémique, mais je trouve que c'est intéressant de l'aborder et d'y répondre parce que c'est vrai que depuis quelques mois, on va dire que les cryptocurrencies, il y a eu pas mal d'inquiétudes, de presse négative, notamment autour de la faillite de FTX. Souvent, nous, on explique qu'entre un projet de blockchain ou de tokenisation et une cryptocurrency, en fait, on ne parle pas de la même chose, même si les technologies sous-jacentes peuvent être les mêmes. Toi, justement, comment est-ce que tu expliques ça à tes investisseurs qui pourraient s'inquiéter ou t'interroger sur ce sujet? Ouais, c'est une très bonne question. C'est forcément interpellant de voir une société qui était présentée comme un des pionniers, des plus grands acteurs du Web3 qui est FTX s'écrouler. Quand on s'intéresse au sujet, il s'agit d'un cas de fraude.
une société qui était centralisée, donc de ce point de vue-là, qui n'était pas du tout Web3, et qui a fraudé sur ses comptes et qui aujourd'hui en procède. Je pense que la leçon que ça veut dire, c'est en tant qu'investisseur, renforcer la due diligence financière et juridique, comme dans tout domaine, mais en particulier sur ce domaine-là qui est naissant. Et le point numéro 2, c'est de s'intéresser non pas aux perspectives spéculatives et aux gains court terme, mais au potentiel de création de valeur long terme. Et encore une fois, c'est ce qu'on essaie de faire avec l'AM, c'est s'intéresser au cas d'usage de la blockchain dans le monde réel, de manière très concrète, tangible. Et voilà, on est très heureux, encore une fois, d'associer le plus grand nombre possible et potentiellement, avec le bénéfice d'un acteur comme Airfund, effectivement, qui est un acteur qui est en avance sur ces sujets-là et qui peut aider à nos côtés, en tout cas on l'espère, à démocratiser, à apporter de la pédagogie dans ce secteur qui mérite d'être connu. Écoute, Pierre, merci beaucoup. On arrive à la fin de ce podcast. C'était hyper intéressant. Moi, j'ai vraiment bien aimé les cas d'usage que tu as décrits et surtout toutes les opportunités qu'il y a sur les différents secteurs que vous ciblez. Votre équipe aussi extrêmement complémentaire, je dirais, entre des vétérans du private equity et des spécialistes du Web3. Donc, on vous souhaite beaucoup de succès. Et puis, pour les gérants de patrimoine qui souhaitent avoir plus d'informations, évidemment, ils peuvent vous contacter ou se connecter directement sur airfund.io pour avoir plus d'informations sur le fonds. Merci beaucoup, Pierre. Merci beaucoup, Yann, pour l'invitation et Airfund pour les prochaines étapes. Merci de nous avoir écoutés. Pour en savoir plus, il vous suffit de vous créer un compte sur Airfund. C'est facile, rapide et gratuit. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager ou en laissant 5 étoiles. L'accès à Airfund est réservé aux gérants de fonds, gérants de patrimoine et conseillers en investissement. Si vous êtes un investisseur particulier, n'hésitez pas à proposer à votre conseiller en investissement de s'inscrire sur Airfund et ainsi de vous proposer les meilleurs fonds du marché. À très bientôt pour un nouvel épisode de Private Market Square. Nous vous rappelons que l'investissement dans des fonds alternatifs comporte des risques, notamment de perte en capital et de liquidité. Les fonds investis peuvent être bloqués pendant une période de 10 ans. L'investissement dans les fonds peut être réservé aux investisseurs professionnels ou avertis. Merci de vérifier votre éligibilité. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et aucune garantie n'est donnée que les objectifs soient atteints. Enfin, toutes les informations présentées sont des opinions et interprétations propres à Airfund. Il ne s'agit en aucun cas d'une recommandation ou de conseil en investissement.